امتحان تجريبي للسنة الثالثة في مادة الفيزياء من تقديم الأستاذ العمري مصطفى. بون دابغونتيساج تعلم. Commençons par le premier exercice. التمرين الأول تقول la figure 1 représente une personne C conduisant une voiture et une autre personne B debout à côté de la route. Donc, هذه هي الوضعية la situation اللي كاين. Non. Faites la figure numéro 1, c'est-à-dire la personne B et la personne B, elle est debout à côté de la route, au bord de la route bien sûr, et la personne C conduit sa voiture et passe devant la personne B. Donc notre problème dans cette situation, c'est de dire qui est la personne qui est en mouvement et qui est la personne qui est au repos, bien sûr par rapport à un référentiel. Pour cela, on va remplir ce tableau en prenant les personnes C et P, et les référentiels sont la personne C, la personne B et la voiture. Et à chaque fois, on va voir comment est la personne C ou bien la personne P par rapport au référentiel choisi. Est-ce qu'il est en mouvement ou il est au repos? Donc pour savoir s'il est en mouvement ou au repos, باش نعرفوا واش هو في حالة حركة ولا في حالة سكون، دائما هذاك نشوفوا المسافة اللي كتكون ما بين لو ريفيرونسيال et la personne. إذا كانت هذيك المسافة كتبدل، مثلا هذه المسافة دونك عندك هذا ريفيرونسيال لا بيرسون، إذا كانت المسافة بيناتهم كتبدل يشونج soit en augmentant soit en diminuant, alors là on dira que la personne par rapport au référentiel est en mouvement. Si la distance entre les référentiels choisis et la personne ne change pas, alors là la personne elle est au repos, يعني في حالة سكون بالنسبة للريفيرونسيال. La personne C, il اختارينا le référentiel comme la personne B. Le référentiel, il est en mouvement, donc c'est un référentiel mobile, il est en mouvement. Malgré qu'il est en mouvement, on peut voir si la personne P, il est à la même distance, il reste toujours à la même distance par rapport à la personne C, ou bien il y a un changement de distance. Donc, bien sûr, la personne P, elle est debout, il ne bouge pas. La personne C, dans sa voiture, il passe. Donc, lorsqu'il passe, il augmente la vitesse. Donc, ici, lorsqu'il est ici, il s'approche de la personne. Donc, la distance diminue entre la personne C et la personne P, mais quand il passe, la distance augmente entre la personne P et la personne C. Donc, la personne P, par rapport à la personne C, elle est en mouvement. Donc, pour l'instant, on va voir la personne C par rapport à la personne P. Cette fois-ci, la personne P comme référentiel. Ce référentiel, il est immobile. Mais la personne C qui est dans la voiture, cette voiture, elle marche, elle roule. Donc, puisqu'elle roule, elle passe devant P, il y a un changement de distance. Donc, la distance, elle varie entre la personne P et la personne C. Donc,
la personne C par rapport à la personne P, elle est en mouvement. راه شكون لاحظ إلا كان غير تغيير ديال المسافة راه كاين حركة، مكاينش تغيير راه مكاينش حركة. نشوف الحالة دابا لا بيرسون سي par rapport à la voiture. Donc la voiture, elle est prise comme référentiel. La personne C, il est dans la voiture. Il n'y a pas de distance qui change. Il est toujours dans la voiture. Il n'y a pas de distance qui change entre C et la voiture. Mais qui joue à المسافة كتبدل ما بين la personne C السيارة اللي هو داخل فيها وراكب فيها وكيسوق. Donc اش غنقول il est au repos. Donc la personne C par rapport à la voiture, il est au repos. Revenons à la personne P, qui est toujours debout à côté de la route. Jamais oublier cette consigne. Cette donne, il ne faut pas l'oublier. المواطن ما خصناش نغيروه وما خصناش ننساوه. ودائما الوضعية ديالو واقف. والوضعية ديال السي elle est dans la voiture, il passe dans la voiture. Donc la personne P par rapport à la voiture, P, il voit la voiture s'approcher, donc il y a diminution de distance entre lui et la personne C qui est dans la voiture, et après il voit que la voiture passe, donc il y a une variation de distance qui augmente entre la personne C qui est dans la voiture et la personne P. Et donc il y a changement de distance, alors la personne P par rapport à la voiture, il est en mouvement. La deuxième question, mettre une croix devant la formule qui représente l'expression de la vitesse moyenne. Donc on sait que la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est un quotient. C'est le quotient de la distance parcourue par un mobile pendant une durée bien déterminée. Donc, puisque c'est un quotient entre les deux, on peut l'exprimer par la formule V égale à D sur T. Donc, entre ces trois choix, V égale à D sur T, V égale à T sur T, V égale à T fois T, je vais choisir la première parce que la vitesse, ça nous exprime comment la distance varie avec ou bien au cours du temps. La deuxième question, choisir la bonne réponse en mettant une croix dans la case convenable et justifier. Donc, la situation, c'est que la masse d'un astronaute à la surface de la Terre, elle est de 80 kg. En se déplaçant à la surface de la Lune, sa masse devient. Il y a des propositions. On a les propositions. Est-ce qu'il devient 90 kg? Est-ce qu'il devient 60 kg? Est-ce qu'il reste 80 kg? Nous, on sait tous que la masse ne change pas. Même si on change le lieu, même si on change l'altitude, la masse, elle est toujours constante. الكتلة لا تتغير رغم تغير المكان أو تغير الارتفاع في مكان معين. دونك جو شوازي غادي نختار الجواب الصحيح اللي هو M égale à 80 kg. Pour justifier ça, c'est que la masse d'un corps est constante. Il ne varie pas avec le lieu et l'altitude. هذا هو السبب اللي خلاني نختار la même masse. La figure 2 représente un corps sphérique, solide,
et homogène. Maintenant, le corps, il est sphérique, la forme d'une balle, d'un ballon, il est solide, il est homogène. Homogène, c'est-à-dire il est constitué d'une même matière. Tout ça pour dire que son centre de gravité G, il est confondu avec son centre géométrique. هذا هو الطور ديال هذه الكلمة ديال متجانس homogène. بمعنى أن مركز الثقل ديالو غادي يكون مطابق للمركز الهندسي للجسم. Il est en équilibre في حالة توازن. homogène هذه خاصة قلنا غير بديك الجي باش نعرفو فين غادي نزلوها. Il est en équilibre. C'est-à-dire il ne bouge pas. Il est immobile. في توازن. نقولوا انه في حالة توازن. Sa masse elle est de 20 grammes. Sa masse الكتلة ديالو فيها 20 غرام. Suspendu. يعني الوضعية ديالو كيفاش داير؟ Il est suspendu معلق à un support par un fil. هو معلق ولكن كيفاش معلق؟ معلق بخيط par un fil. المعلومة اللي غادي نقدروا نحتاجوا غادي يعطيوها التطاك لينا هي l'intensité de la pesanteur J. شدة مجال الثقالة. مجال الثقالة هو المكان اللي كاين فيه هذا الجسم اللي هو solide S. Et dans la figure 2, c'est le fil. C'est un support auquel on a attaché le fil. Ça, c'est le corps sphérique, puisqu'il est homogène, son G, il est au milieu. Et il est suspendu par le fil, au point A. Maintenant, il معلق. Faites le point. La question. Première des choses, faire le bilan des forces appliquées sur le corps S. Faire le bilan, faire l'inventaire. هنا غادي تعرفوا شكون ما هي القوى المطبقة على هذا الجسم. يعني غنديرو حنا واحد الحصيلة ديال القوى المطبقة على هذا الجسم. باش نديرو هاد العملية ديال لو بيلون faire le bilan, il y a des étapes. Par lesquelles on peut passer. Il y a la première étape, c'est déterminer le système étudié, المجموعة المدروسة. من بعد المجموعة المدروسة. Donc, moi je m'intéresse au corps sphérique, il est noté S, donc c'est le corps S. Après, la deuxième étape, c'est de déterminer les forces de contact. Voilà. Je vais chercher quel est le corps qui est en contact avec S. Ou bien combien de corps sont en contact avec S. Là, je trouve qu'un seul, c'est le fil. C'est le fil, le seul fil qui est en contact avec le corps. Et donc, il y a une seule force de contact. Comment présenter cette force? Donc, je dois donner un symbole avec le vecteur force et je dois l'expliquer. C'est quoi ce symbole? Ce symbole signifie que la force elle est exercée par le fil sur le corps S. C'est soit j'utilise cette expression, force exercée par le fil sur le corps S, ou bien j'utilise cette expression, action du fil sur le corps
S, bien sûr. Soit c'est là, soit c'est ici. Et si je suis bien, à peu près, si je suis bien avancé dans la compréhension, j'ai bien compris, je peux dire aussi tension, on l'appelle, celle-ci s'appelle la tension du fil. Tension du fil. Donc, soit j'écris cette expression, force exercée par le fil, je réponds par cette expression, force exercée par le fil sur le corps S, ou bien par cette expression, action du fil sur le corps S, ou bien par une autre expression plus sophistiquée, la tension du fil. Et je passe à une autre étape, c'est la force à distance. Et je vais me poser la question, quels sont les corps qui sont à distance, dans cette situation bien sûr, sont à distance. L'ibad, le corps. L'ibad, le corps. Est, il y a la terre, parce que lui, il est suspendu. La terre, ça existe toujours parce que nous, on est sur terre. Et il y a le support. Le support, il est loin. Il est loin. Mais, lequel de ces deux corps agit sur le corps S? Bien sûr, si je coupe le fil, le corps S, automatiquement, il va tomber. Donc, il va être attiré par la Terre. Donc, la Terre a une action à distance sur le corps S. Cette action s'appelle le poids du corps S. Comme on avait dit tout à l'heure, l'action du fil sur le corps S, je peux l'appeler tension du fil. Celle-ci, action de la Terre sur le corps S, ça s'appelle le poids du corps. Voyons voir le support. Est-ce que le support a pu attirer vers lui le corps S? Non. Donc le support n'exerce pas de force, n'exerce aucune force sur le corps S. Donc il y a une seule force à distance que je dois symboliser par le vecteur force P et identifier ou bien expliquer ou bien la nommer poids du corps S ou bien action de la Terre sur le corps S. Et là j'ai oublié, la Terre, il faut l'écrire en T majuscule, en T majuscule, pour ne pas la confondre avec la Terre de ce qu'on a vu en électricité, ce qu'on voit en électricité. Donc, pour bien identifier que c'est la planète Terre. Donc, jusque-là, mon bilan a donné que le corps S, il est en équilibre sous l'action de deux forces F et P. L'action du fil sur le corps, tension du fil, et le poids du corps. Donner les caractéristiques du poids du corps. Ici, on nous demande de donner les caractéristiques. Donc je ne vais pas les chercher, je vais les donner. Pourquoi je vais les donner? Parce qu'on a vu en classe une leçon qui a été spécifiquement faite pour le poids du corps. Donc le point d'application, c'est toujours G, le centre de gravité. La ligne d'action ou la droite d'action, la droite où se fait l'action, la droite qui supporte l'action, c'est une verticale que j'appelle la verticale API. Le sens, il est de G vers la Terre, parce que la Terre, elle attire vers elle. Donc, du point G vers la Terre. Et bien sûr, la droite d'action, la ligne d'action, elle passe par le centre. Donc,
G, le centre de gravité, c'est un point qui appartient à la verticale, appartient à la droite d'action. Et il y a l'intensité. L'intensité qui exprime la quantité de cette force. En Newton, bien sûr. L'intensité, elle est donnée par cette relation. P égale à 1 fois G. C'est-à-dire la masse du corps S et G qui exprime l'intensité du lieu, de la pesanteur du lieu où se trouve le corps S. Je remplace P égale. Mais avant de remplacer, parce que aux données, on avait M est égal à 20 grammes. Donc, je dois convertir pour la rendre en kilogrammes. Parce que l'intensité, elle est donnée en newton par kilogramme. Donc, il faut homogénéiser les unités. الوحدات يكون وحدات متجانسة. مش مثلا عندي جرام ولا كيلوغرام ولا أنا ميلي جرام ولا نو. كيلوغرام كيلوغرام. Kilogramme là, kilogramme. Et bien sûr, l'intensité, elle est toujours exprimée en newton. En faisant le calcul, faisant ce produit, on trouve que P égale à 0,2 newton. Donc là, j'ai donné les caractéristiques. Je ne suis pas allé les chercher. J'ai donné les caractéristiques du poids du corps S. On me demande aussi d'énoncer les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, donner l'énoncé des conditions d'équilibre. Bien sûr, en classe, on avait étudié une situation d'équilibre lorsque le corps solide est soumis à deux forces. Et on avait trouvé, lorsque un corps solide est en équilibre, d'abord qu'il soit en équilibre, c'est la condition, qu'il soit en équilibre, et cet équilibre est assuré par deux forces seulement, يعني يكون في حالة توازن، وهذا التوازن يتحقق بقوتين فقط، deux forces seulement. إذا كان الأمر كذلك، هذا هو الشرط، إذا كان الأمر كذلك، إن هذوك القوى، هذوك les forces, ces deux forces, ont même droit d'action, عندهم نفس خط التأثير، des sens opposés، منحيان متعاكسان، وعندهم نفس الشدة. Donc l'expression, elle est comme ça. Ça exprime la condition. Si un corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, par exemple une force F1 et une force F2, seulement ces deux forces ont même droit d'action, des sens opposés et même intensité. L'autre question, en appliquant ces conditions, d'abord on va appliquer les conditions, déterminer les caractéristiques de la force M. Donc ces conditions ne peuvent être appliquées que si le corps est en équilibre d'abord et sous l'action de la force seulement. Donc c'est le cas du corps S. Donc c'est ça la question, en appliquant ces conditions, déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Donc je dois appliquer ces conditions. Dans quel but? شنو الهدف؟ الهدف هو أنني نحط مميزات ديال القوة المسلطة من طرف الخيط، la force exercée par le fil sur le corps S. ومن بعد je dois représenter cette force sur la figure en utilisant l'échelle يعني باستعمال هذا السلم. 1 cm représente 0,1 newton. Donc شحال من حاجة غادي ندير؟ je dois appliquer. Donc خصني نلقى les conditions, la condition بعدا ديال باش نقدر appliquer quoi? Les conditions.
quand j'applique les conditions, je dois déterminer. Je dois déterminer. Et après avoir appliqué et déterminé les caractéristiques, à ce moment-là, je passe à la représentation. Donc, je dois appliquer les conditions d'équilibre pour déterminer les caractéristiques, afin de représenter la force exercée par le fil sur le corps S. Avec bien sûr des justifications. C'est quoi notre justification? Le corps S est en équilibre. Donc c'est bon. Il est sous l'action de deux forces seulement, F et P. Donc c'est bien. D'après les conditions d'équilibre, voilà, il satisfait aux conditions d'équilibre. D'après les conditions d'équilibre, les deux forces F et P, ils satisfait les... Pardon. Ils ont même droit d'action, des sens opposés et même intensité. Je passe à la détermination des caractéristiques, puisque les choses sont comme ça. Ce qui manque ici, c'est le point d'application. Le point d'application, cette force, elle est appliquée en un point. C'est une force de contact. Donc ce point, c'est le point A. La droite d'action, puisqu'elle a la même droite d'action que P, c'est toujours la verticale. AP. Le sens, il a un sens opposé. AP, donc le poids, elle est vers le bas. F, elle est vers le haut. De A vers le haut. Il a la même intensité que P. Donc, F égale à P égale à 0,2 Newton. Maintenant, je passe à la troisième chose demandée, c'est la représentation. 1 cm représente 0,1 Newton. On a 0,2 Newton. Donc, ils seront représentés dans 2 cm. Comme ça, je prends la règle, bien sûr. Je la coïncide je coïncide le 0 avec A. Et je trace la flèche de 2 cm. Cette flèche représente le vecteur force F. Maintenant, on coupe le fil. Bien sûr, si on coupe le fil, le corps S va tomber. Lorsqu'il tombe, il est en mouvement par rapport à la Terre. Donc, s'il est en mouvement par rapport à la Terre, il y a la distance qui change pendant le temps. Donc, s'il y a la distance qui change pendant le temps, ça veut dire qu'il a une vitesse, etc. On coupe le fil. Le corps S tombe à l'aide d'un dispositif informatique convenable. On obtient le graphique qui représente la variation de la vitesse V en fonction du temps. Bien sûr, on a un dispositif informatique convenable. Pour les expériences qui se font par assistance informatique. Il y a des capteurs, il y a l'expérience qui se déroule, il y a des capteurs de vitesse, il y a des capteurs de temps, il y a on peut faire la représentation, tout ça, ça se passe dans le dispositif informatique muni d'un PC, bien sûr. Déterminer la nature du mouvement du corps S pendant sa chute. Là, il faut faire très attention. Il y a des élèves qui peuvent
qui ne font pas la différence entre le type de mouvement et la nature du mouvement. Les types de mouvement, il y en a deux. Il y a le mouvement de translation et il y a le mouvement de rotation. Ce sont des types de mouvements. La nature du mouvement, il y en a trois. Soit le mouvement il est uniforme, soit le mouvement il est accéléré, et soit le mouvement il est ralenti ou bien retardé. Mais comment déterminer ces natures? Bien sûr, je peux la déterminer avec la vitesse. Si la vitesse ne change pas, c'est uniforme. Si la vitesse augmente de plus en plus au cours du temps, c'est que le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, c'est un mouvement retardé ou ralenti. Ceci peut être exprimé par un graphique comme ça, comme celui-là. Regardez, il y a la vitesse, il y a le temps. Par exemple, à 0,5 au début d'enregistrement, le mobile il ne bougeait pas. On lui a donné, il a commencé son mouvement. Lorsqu'il a fait 0,5 secondes, sa vitesse était 5 mètres par seconde. À une seconde de déplacement, sa vitesse est de 10 mètres par seconde. À une seconde et demie de déplacement, sa vitesse était de 15 mètres par seconde. Donc, la courbe, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation de vitesse au cours du temps. Donc, déterminer la nature du mouvement des vitesses pendant sa chute, c'est normal. Je vais dire que graphiquement, on constate que la vitesse augmente avec le temps. Le mouvement du S est accéléré. Le mouvement accéléré. Exercice 2. Donc, on va passer à l'électricité maintenant. Relié par une flèche, chaque grandeur physique a son unité internationale. La tension électrique, la puissance électrique, la résistance électrique, et devant, il y a les unités internationales. Bien sûr, la tension, elle est toujours exprimée en watts, la puissance en watts et la résistance en ohms. Ce sont des connaissances basiques à apprendre par cœur. Mettre une croix X devant la bonne réponse. Pour un conducteur ohmique, on exprime la loi d'Ohm par la relation. Donc la loi d'Ohm a été bien étudiée en classe, avec des expériences, avec une analyse des résultats, avec un graphique et tout. Et ça a donné une relation qu'on avait entre la tension, la résistance du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui passe. Et là, ça m'a donné une relation qu'on a appelée la loi d'Ohm. Donc, laquelle je vais choisir, R égale à U fois I, ou bien U égale à R sur I, ou bien U égale à R fois I. Bien sûr, c'est U égale à R fois I. C'est la loi d'Ohm. Pour déterminer la valeur de la résistance, on applique la relation suivante. On avait bien déterminé la résistance chauffante et
la puissance consommée par une résistance chauffante. On a P égale à P fois I et U égale à R fois I. Je remplace U, ça donne P égale à R fois I. Ça veut dire que P égale à R fois I au carré. Donc R égale à P sur I au carré. Donc je vais choisir, je ne vais pas choisir R égale à I au carré sur P, ni R égale à P fois I au carré. Je vais choisir R égale à P sur I au carré. Voilà la bonne réponse. La puissance électrique reçue par un appareil de chauffage est donnée par la relation. On a bien vu que cette relation, c'était P égale à U fois I. Une installation domestique possède les appareils suivants. Un four électrique qui porte les indications 220 volts 2 kW et un téléviseur dont les indications 220 volts 1,5 ampères. Premièrement, donner la signification physique des indications 220 volts et celle de 1,5 ampères. Donc, on m'avait bien dit que tout appareil électrique possède une plaque signalétique. Et dans cette plaque signalétique, il y a des indications. Il y a des symboles. Ces indications, ces symboles, ce sont des informations sur l'appareil électrique. Sa traçabilité, là où il a été fabriqué, le pays où il a été fabriqué, des informations sur l'état électrique et tout. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les informations d'électricité. Ces informations vont nous donner une idée sur le fonctionnement de l'appareil électrique. Donc, j'appelle ces indications, on les appelle des caractéristiques nominales. Mais plus précisément, les 220 volts, c'est la tension nominale du téléviseur, et le 1,5 ampères, c'est l'intensité nominale de la télévision. C'est-à-dire que la télévision, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle aura un fonctionnement normal, il doit être sous la tension de 220 volts. Ça se compte, sa valeur efficace est de 220 ampères. Et lorsqu'elle fonctionne, il y a un courant qui passe dans l'intensité qui est acceptable pour la télévision, c'est 1,5 ampères. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Deuxième question, calculer la puissance électrique P reçue par le téléviseur. Nous, on vient de déterminer, on sait que P égale à U fois I, et on a U égale à 220 et I égale 1,5 ampères. Il suffit tout simplement de remplacer, bien sûr, et de calculer, et on trouvera que P est égal à 330 watts. Ça, c'est la puissance électrique du téléviseur. Si on veut que le téléviseur fonctionne normalement, il doit consommer cette puissance. Pour qu'il puisse consommer cette puissance, il doit faire passer un courant d'1,5 ampères. Pour avoir ce courant de 1,5 ampères, qui est accepté par la télévision, on doit soumettre la télévision à une tension de 220 volts. Calculer la valeur efficace I de l'intensité du courant traversant le four électrique. Donc, on sait que toujours P égale à U fois I. Donc, I égale à P sur I.
en application numérique, I égale à 2 kW parce que le four a puissance nominale de 2 kW à diviser par 220 volts. 220 volts. Non, pas 220 volts. Donc, I égale à 2000 watts sur 220 volts. Je calcule, alors I égale à 9,09 ampères. Donc, le four, il accepte, il demande pour se chauffer, pour fonctionner normalement, un courant de 9,09 ampères. Parce qu'il a besoin de 2000 watts sous la tension de 220 volts. Calculer la valeur R de la résistance du four électrique. Il faut faire attention. R, c'est la résistance chauffante du four. Donc, on a dit, s'il y a une résistance chauffante, pour calculer cette résistance chauffante, parce que celle-là, celle-ci, elle peut être calculée de deux façons. Par U égale à R fois I et par P égale à R fois I au carré. Nous, on va utiliser celle-là. On sait que P égale à R fois I au carré. Donc, R égale à P sur I au carré. En application numérique, R égale à 2000 watts sur 9,9 ampères, bien sûr, au carré. N'oubliez jamais le carré. Faites votre calcul et on va trouver alors que R égale à 24,2 ohms. La voiture heurtera-t-elle le camion ou non? Justifiez la réponse. Donc la distance d'arrêt, c'est 90 mètres. Elle est plus grande que la distance entre la voiture et le camion. T égale à 80 mètres. Donc la voiture heurtera le camion. Il y aurait une collision. Ou là, il y a eu collision. Accident, bien sûr. Calculer la distance de réaction, dr. On sait que la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc, la distance de réaction, c'est la distance d'arrêt moins la distance de freinage. J'applique numériquement 90 mètres moins 64 mètres, ça donne une distance de réaction de 25 mètres. Cette distance de réaction, c'est la distance parcourue entre la perception et le chef khatar jusqu'à ce qu'il commence après lui. Donc, entre ces deux points-là, il a parcouru 25 mètres. Calcul de la vitesse de la voiture de M. Saïd. Donc, en calculant la vitesse de la voiture de M. Saïd, déduire la cause principale de l'accident. Justifier la réponse. Donc, tout d'abord, je dois calculer la vitesse. Et après, je dois déduire la cause ou les causes principales de l'accident. Bien sûr, en justifiant les réponses. On sait que TR égale à vitesse moyenne fois TR. Donc, la vitesse moyenne, c'est TR. C'est toujours la distance sur la durée parcourue. La distance parcourue sur la distance écoulée au cours de ce déplacement. Donc, ces 25 mètres ont été effectués dans une durée d'une seconde. Donc, c'est 25 mètres par seconde. Je convertis en kilomètres par heure pour que je sois dans les unités usuelles utilisées normalement. Donc 25 fois 3,6 km par heure, ça donne 90 km par heure.
Déduire la cause principale de l'action de l'accident. Justifier la réponse. Il y a deux causes principales. Une naturelle causée par l'ombre des arbres de la forêt, car le lieu est ensoleillé, ce qui rend la vision difficile. Une humaine, et c'est la principale, causée par l'excès de vitesse. M. Saïd a dépassé la vitesse limitée à 60 km par heure. 90 km par heure, c'est très grand par rapport à 60 km par heure. Donc, il ne faut pas faire, en termes de prévention, il ne faut pas faire comme M. Saïd. Merci de votre attention. Monsieur Elamri Mustafa vous souhaite bonne chance et bonne continuation, bon examen et bonne réussite. Merci.